Alors, bonjour, monsieur Ba. Bon, je vais enregistrer la séance là, comme ça, les autres là, sûrement ils n'ont pas le temps, ils pourront suivre par la suite. Normalement, dans une semaine ou deux, on devrait arrêter les tutorats. On est très en retard. Donc cette séance d'animation et également de tutorat, donc cible les séquences 3 et 4. Donc, sur la programmation binominale, bon, que vous avez l'habitude de faire en tant qu'étudiant dans les groupes de travail que l'on vous donne souvent sur les projets que vous réalisez par pair. Bon, ce n'est pas que binominal, bon, les mêmes principes peuvent s'appliquer dans une équipe de codage où vous êtes 3 ou 4. Bon, il suffit simplement, comme nous allons le voir, que les rôles s'interchangent. Bon, ce n'est pas très, très compliqué aussi. Maintenant, bon. Attendez, Voilà, c'est bon. OK. Voilà. Donc, dans les groupes de travail en général que vous faites, souvent vous êtes par deux. Et là, dans cette séquence-là, je pense que M. Fafana est revenu sur les principes de travail en groupe, surtout quand on code, quand on utilise le test driven development, et comment on se passe les rôles. Bon, la deuxième partie s'intéresse à un élément hyper important quand on fait du codage, c'est le clean code. Donc là aussi, on va y revenir et qui expose les éléments essentiels de comment coder proprement. Parce que savoir coder, vous savez coder. Depuis 4 ans, 5 ans, vous codez. Mais comment coder proprement? Avoir un code propre qui respecte certains principes de base qui font que même si quelqu'un revient d'ici 20 ans et regarde votre code, il va peut-être pas avec de grands efforts comprendre ce que vous codez, etc. Donc, l'objectif de ces deux séquences, c'est de comprendre comment le travail collaboratif en binôme, j'ai activé mon écran, voilà, comment le travail collaboratif en binôme, principalement ici pour l'exemple, voilà, comprendre le travail collaboratif en binôme, mais également les bonnes pratiques de conception, surtout le clean code. Ce qui est, en général, quand vous respectez ces principes de travail-là, qui aussi vont entraîner du même coup des critères de qualité, vont renforcer la qualité, la maintenabilité, mais aussi la testabilité dans un processus test-driven development. Et je rappelle que vous le verrez au semestre 2 ou 3 dans le cours de qualité logicielle, la maintenabilité, la testabilité, ce sont des critères de qualité logicielle. Voilà. Donc, bon, le multiméter, puisqu'il n'y a personne quasiment, bon, on va pas perdre du temps avec. Donc, je vous ai donné dans le groupe déjà les liens du livre Clean Code. Donc, vous avez également la version française qui est là, codée proprement. Bon, c'est un livre assez volumineux. Je sais que maintenant, avec les conséquences de l'intelligence artificielle et du numérique, quasiment la jeune génération ne lit plus. Mais vraiment, je vous conseillerais de le parcourir. Des variables, comment écrire des fonctions, du refactoring, et qui sont au cœur de votre métier d'ingénieur génie logiciel. Ces éléments, donc il a posé les bases. Et donc c'est un standard, hein, un des livres. Bon, souvent quand vous avez un métier, vous exercez un métier, il y a des standards, il y a des livres, bon, quasiment, bon, vous dites que je suis ingénieur génie logiciel, vous ne pouvez peut-être pas dire que vous ne les avez jamais lus ou vus. C'est comme en Algo 1, il y a des livres de base, sûrement que vous avez vus, et si vous demandez à l'ensemble des autres étudiants du Sénégal, quasiment, ils reprennent la même chose. Hein. Donc, dans la première séquence, on s'intéresse à la programmation binominale. Voilà, nous allons simplement voir dans cette partie-là qu'est-ce que la programmation binominale, bon, que vous connaissez déjà, et quels sont les principes pour travailler, pour apprendre à travailler en binôme, simplement. Voilà. Parce que quand vous êtes en binôme, souvent, il y a des rôles. Et il y a une manière de travailler en binôme, surtout quand on utilise le test driven development. Bon, travailler en binôme, ce n'est pas comme certains le font en tant qu'étudiants. Nous tous que nous avons suivi, vous avez un binôme, bon, vraiment qui ne se préoccupe pas trop de ce qu'on présente et qui finalement ne fait rien et c'est vous qui abattez tout le travail. Non, il faut définir des rôles quand on travaille en binôme.
Voilà, et voir chacun est censé faire dans ce binôme-là. C'est ce qui, au moins, par dignité et par respect l'un à l'autre, donc c'est ce qui, à faire de sorte que chacun puisse faire sa part du travail. Donc, dans cette partie-là, vous allez apprendre à définir ce qu'est la programmation binominale, comprendre également comment les rôles s'articulent entre ce que l'on appelle le pilote et le copilote. Parce que quand on code, vous êtes en binôme, il y a sûrement un pilote et un copilote. Il y a un chauffeur et un coxeur. Et coxeur, c'est vraiment pas le bon rôle. Souvent, nous, dans le langage, là, on l'utilise dans des groupes où c'est principalement le chauffeur qui fait tout le travail, le coxeur ne fait rien du tout. Il n'est là qu'à parler. Et ensuite, même quand on présente, nous, ça se sent, hein, quand vous présentez un groupe en binôme, si l'on voit un coxeur et un chauffeur, on sait apparemment qui a abattu tout le travail et l'autre là, qu'il n'a absolument rien fait et ne comprend même pas la conception ni absolument rien dans le code qui est présenté. Alors, la programmation binominale, qu'on appelle aussi pair programming, donc il faut savoir que cela vient de ce que l'on appelle l'extreme programming. Hein? Donc, ce n'est pas la première fois que nous voyons des concepts dans ce cours qui viennent de l'extreme programming. Donc, quand on fait du pair programming, cela veut dire que vous avez deux développeurs qui travaillent ensemble sur le même poste. Et souvent, vous avez le premier qu'on appelle le pilote, c'est lui qui code activement. Mais après, c'est le copilote qui relie, anticipe et suggère des améliorations. Par exemple, moi, le premier stage que j'ai eu à faire en développement, moi mon maître de stage, c'était mon copilote. C'est moi qui codais donc de manière active et mon maître de stage était mon copilote. Après, on relisait le code ensemble et même des fois, bon, puisque il y a une partie du code, surtout sur les tests unitaires, c'est lui qui les écrivait et moi, j'implémentais en conséquence donc le code métier. Donc, il faut que les rôles soient définis et les rôles donc peuvent tourner régulièrement. Voilà, ce qui permet d'éviter la routine et de partager également la responsabilité d'apprendre l'un de l'autre. Donc, vous constituez donc un couple, une paire, et donc vous codez, lui il vérifie puisque c'est votre maître de stage. Donc, dem fekk kii di ñëw fii di wax damay def cours dañ ko enregistré. Donc, le pilote code activement. Le copilote, c'est lui qui relie, anticipe et suggère des améliorations. Donc, les rôles vont tourner régulièrement, ce qui permet d'éviter donc la routine, comme je viens de le dire. Donc, vous avez peut-être deux développeurs côte à côte, il faut l'imaginer, et qui partagent devant un écran. Voilà. Et pendant que par exemple, écrit un test unitaire, l'autre peut vérifier la logique métier. Et quand vous travaillez même, des fois, vous n'êtes pas obligé d'être sur le même emplacement. Hein. Donc, vous pouvez travailler de manière collaborative en utilisant GitHub. Bon, vous faites des push, lui, il fait des pulls, etc. Et vous modifiez de manière collaborative. Ça aussi, ce sont des situations. Donc, au niveau du pair programming. Donc, les rôles tournent régulièrement, comme vous le voyez ici. Et par exemple, ici, en test-driven development, donc bon, on peut alterner entre le pilote et le copilote. Écrit du test, voilà, et l'autre écrit peut-être la version grid et l'autre la refactorisation. En tout cas, il faut se partager les rôles. Maintenant, il y a des avantages qualité, puisqu'il y a moins d'erreurs et de défauts logiques, puisque vous êtes deux dans la programmation. Par exemple, moi, quand je connais, c'était une grosse application, un navigateur sans interface qu'on développait. Bon, c'est presque similaire à ce que font les agents IA, mais c'était des agents qui pouvaient, donc, avec un navigateur sans interface, bon, l'agent ressemblait à ça, il pouvait entrer, cliquer sur des liens, récupérer des valeurs ou bien saisir dans des entrées de formulaires bon, pour valider, bon, etc. Et donc, cela permet, quand vous êtes deux, de faire moins d'erreurs et de défauts logiques, hein, d'améliorer également la compréhension mutuelle du code, de renforcer également la cohésion de l'équipe et la responsabilité collective, parce que vous êtes tous les deux sur le même code, l'un écrit, l'autre complète, l'un écrit, l'autre vérifie, comme vous le faites normalement quand vous travaillez en binôme. Voilà. Après, bon, sur les rôles aussi, vous regardez comment vous travaillez ensemble aussi. Maintenant, en test-driven development, donc vous avez tout ce qui est aspect conception. Bon, en programmation binomiale, vous avez deux points de vue sur la solution.
Et ça, c'est un avantage aussi. Vous êtes deux. Donc, dans cette phase-là, bon, normalement, c'est ce que vous faites quand vous êtes censé travailler sur... quand vous êtes censé travailler sur des projets en binôme. Donc, voilà. Donc, le binôme et le test-driven development se complètent parfaitement. Et donc, c'est le test-driven development qui impose la rigueur. Il faut écrire d'abord le test, puis le code. Et donc, le binôme, lui, va apporter le regard croisé et même la discussion permanente, comme vous le faites souvent dans les projets. En tout cas, si vous n'avez pas un coxeur, passez-moi le terme qu'il faut rien du tout, qui n'est là que pour parler, ce qu'on retrouve également dans les groupes de travail. Voilà, donc 2 points de vue sur la solution, donc code simple et cohérent. Quand on utilise les principes du clean code, on va le voir tout à l'heure. Hein. Ensuite, bon, peut-être l'impact sur le test-driven development, c'est une meilleure compréhension également des tests, mais peut-être également du code métier. Il y a aussi des avantages de cette synergie-là du point de vue qualitatif, hein, qualité, avec une relecture continue. Ce qui fait que, bon, on va voir tout à l'heure ce concept. Vous avez moins d'être techniques et des tests unitaires également qui sont fiables, puisque vous êtes deux. Donc, l'un code, par exemple, les tests unitaires et l'autre code le code métier. Bon, normalement, on devrait avoir des tests unitaires fiables, puisque vous n'êtes pas, ce n'est pas la même personne qui est engagée dans la partie red et l'autre est dans la partie green. Bon, même il y a des entreprises où ceux qui testent, et normalement, bon, dans le monde du développement logiciel ou dans le cycle, c'est comme ça que ça doit se passer. Celui qui teste le logiciel ne doit normalement pas être celui qui l'a codé. Normalement. Normalement, vous codez d'abord. Peut-être vous ferez vos tests internes, bon, vous en tant que celui qui l'a développé. Mais pour tester réellement le logiciel, c'est un testeur qui doit le faire. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va essayer de voir sur la scalabilité, de voir sur la sécurité logicielle, de voir également sur le design des interfaces, bon, etc. Bon, tout ce qu'on vérifie en termes qualitatifs et que vous verrez au semestre 2 dans le cours de qualité et métrique du logiciel. Donc, ensemble, cette paire-là, pardon, renforce les principes du clean code, ce qui est clarté, cohérence, relecture, ce qui permet de réduire, comme écrit ici, les dettes techniques. Nous allons voir dans la séquence 4 hein, ce qu'est une dette technique avec le clean code. Bon, que peut-être sûrement vous connaissez déjà. Voilà, améliorer également la testabilité et favoriser le partage de connaissances, puisque vous êtes deux, vous discutez en principe de tout. Voilà, partage du contexte entre développeurs, à la refactorisation sécurisée. Bon. En tout cas, quand on est deux, souvent, bon, on peut peut-être avoir plus d'assurance sur la qualité de ce qui est produit, également sur le fait que ce qu'on a produit comme code ou bien sorti correspond aux spécifications de départ et donc par conséquence à ce que celui qui a commandé le logiciel a émis comme spécification. Voilà, sur la testabilité également, on a la double validation fonctionnelle, voilà, avec une bonne couverture des tests, peut-être également que l'on peut espérer. Donc, il y a des bénéfices, mais également sur la qualité logicielle, vous avez un code normalement robuste qui a été relu au moins par deux développeurs et testé également systématiquement, puisqu'on utilise le test-driven development. Pas que les tests unitaires, mais il y a la revue de code aussi qui est une manière de tester donc, le code, etc., sur les fonctionnalités, comme la question que l'autre avait posée la dernière fois. Donc, travail en binôme selon le TDD et Clean Code, c'est multiplier des bénéfices, notamment le code qui est plus robuste. Ensuite, normalement, vous avez une productivité durable avec moins de bugs à corriger. Vous êtes deux. Plus de confiance également dans le code, hein, puisque vous faites des vérifications, donc chacun de son côté, sur les tests d'une part, et ensuite sur le code métier qui correspond aux tests qui passent au vert. On peut avoir un peu plus d'assurance avec deux expertises. Une transmission du savoir aussi, qui est naturelle. Donc, voilà. Transfert de connaissances. Chaque binôme va apprendre et partager les bonnes pratiques. Moi, par exemple, le premier stage que j'ai effectué avec mon maître de stage, quasiment toutes les caractéristiques ou tout le savoir-faire qu'on n'apprend pas
à l'université. C'est là où je l'ai appris avec lui. Parce que c'était un développement complexe. Bon, c'était dans les années 2004. Hein. Voilà, mon premier stage. Bon, c'était mon second stage à là. Et là, j'ai eu un excellent maître de stage. Et quasiment toutes les bonnes pratiques que je n'ai pas appris à l'université, c'est avec lui que je les ai appris. Bon, on a échangé. Bon, là aussi, peut-être appris de moi, même s'il était plus expérimenté que moi. C'est l'avantage de travailler en binôme. C'est pourquoi souvent on vous oblige entre double côte à travailler en binôme sur les projets. C'est pour que vous appreniez par vous, bon, que dans le groupe là, que chacun apprend de l'autre. Voilà, ce qui est un avantage, mais que vous franchissez ensemble les obstacles pour apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà, tout ce qui est challenge. Voilà. Mais au final, avec la dernière ligne du tableau, le client obtient un produit normalement plus fiable et plus cohérent. Voilà. Donc, vous pouvez voir comment vous l'avez fait. De toute façon, vous avez toujours normalement travaillé en binôme depuis la première année. Voilà, même si vous n'avez pas appliqué les règles du test driven development. Et je suis sûr qu'il y a des groupes pour lesquels il n'y a qu'une seule personne qui a fait, comme ça se passe souvent, tout le travail, et l'autre qui fait rien du tout. Voilà. Par exemple, bon, quand on développe une calculatrice, comme la dernière fois, bon, on peut avoir l'un qui écrit le test addition et l'autre qui code la fonction, la méthode addition. Voilà. Et ensuite, vous pouvez changer. Celui qui avait codé la méthode addition peut après écrire le code de test unitaire de la méthode soustraction qui passe donc au rouge et l'autre va coder donc la méthode soustraction, bon, etc. Bon, le même principe également peut être appliqué lors de la phase de conception, puisque vous avez votre cahier des charges, ou de manière, bon, vous alternez le code, je dis code, pardon, modélise les diagrammes de use case et l'autre fait la vérification avec les spécifications fonctionnelles de votre cahier des charges. Et l'autre également, bon, vous partagez les rôles. Donc ça renforce mutuellement, mais la vérification quand même doit se faire ensemble. OK. Voilà, donc voici un exemple où on peut changer les rôles. Hein. Donc comme vous le voyez ici avec la calculatrice, l'exemple de la calculatrice de tout à l'heure, bon, malheureusement, nous ne sommes pas en classe. Si on était en classe, physiquement, on aurait pu interchanger les rôles. Bon, de toute façon, vous pouvez les deviner, ces rôles-là. Donc vous voyez, par exemple, c'est le copilote qui écrit le test unitaire pour la soustraction. Donc comme vous le voyez ici. Et ensuite, une fois qu'il écrit le test unitaire et que c'est rouge, par exemple, le pilote, lui, peut écrire le test pour que ça passe au vert. Et ensuite, bon, vous pouvez effectuer ensemble. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai vécu cette situation-là en temps réel, où c'est mon maître de stage qui écrivait les tests unitaires. Et à chaque fois, bon, et peut-être, puisqu'il était plus expérimenté que moi, puisqu'il était mon pilote, bon, moi, je suis le copilote, même si, en tout cas, je faisais le plus grand boulot. Peut-être on peut dire que j'étais le pilote et lui le copilote parce qu'il faisait autre chose. Hein. Mais il écrivait, il regardait les spécifications donc, du cahier des charges qu'on avait reçu et développait progressivement les tests unitaires. Donc, on développait avec HTML Unit, bon, que vous ne connaissez pas, qui est peut-être l'équivalent de Selenium actuellement, voilà, et qui permettait de faire certaines choses là. Qui n'était pas simple, en tout cas à l'époque, après 20 ans après. Mais il écrivait les tests unitaires, et une fois qu'il écrivait les tests unitaires, moi je me chargeais d'écrire donc le correspondant pour que, voilà, et tout ce qui est code métier, voilà. Il écrit les tests, moi je fais passer au vert. Donc c'était une bonne paire. Et j'avais appris vraiment beaucoup de choses, hein, comme je vous le racontais. Jusqu'à présent, je pense que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs et peut-être, voilà. Donc voilà cet exemple-là. Bon, en tout cas, que vous pouvez après essayer de faire la même chose avec votre vidéo. Dans cette séquence 3, c'est la même chose avec la séquence 4. Hein. Donc ce sont surtout des séquences de bonnes pratiques. C'est pourquoi je les ai combinées. Donc ce ne sont pas
des séquences où l'on écrit du code. Bon. Mais ce sont de bonnes pratiques que j'espère que vous allez endosser et qui vous seront très utiles. C'est ce qui vous êtes des ingénieurs génie logiciel. Vous n'êtes pas, voilà. Quand on est ingénieur dans un domaine, il y a des principes métiers, voilà, qu'on ne vous pardonne pas. Un étudiant de première année peut déclarer une variable en écrivant la variable d'une certaine manière, mais vous, en tant qu'ingénieur, Bac plus 5, on ne peut pas vous pardonner certaines choses. Voilà, même quand vous allez en entreprise, dans la méthodologie de travail également, avec un autre binôme, bon, il y a des choses qu'on suppose que vous connaissez déjà. Donc, je vous conseille après d'aller sur le web. Hein. Vous pouvez regarder, vous pouvez retrouver ces principes-là, de vous documenter sur la programmation binomiale ou bien pair programming pour voir les principes. Cela va vous renforcer. Ne serait-ce que, bon, peut-être un jour ou l'autre, vous devrez voilà, superviser des équipes qui devront travailler dans ce cadre-là, dont il faut donc comprendre les principes. Mais bon, c'est naturel chez nous. Hein. Nous sommes des hommes, je veux dire, hein. C'est notre culture d'être social et pas de travailler individuellement. Donc, vous appliquez seulement les principes de bonne vie que nous, Africains, nous avons. Et bon, ce n'est pas différent. Quand on a un travail à faire ensemble, il faut se partager le travail et que chacun fasse sa part du travail. Et que le travail, quand on le fait ensemble aussi, on apprend l'un de l'autre. Voilà, ce n'est pas une concurrence. Voilà. Mais être dans un groupe, et, bon, où il y a une note au finish, il y a un des deux là qui vraiment est très chobé, comme on le dit, et veut avoir une bonne note. Vous savez que lui, dans tous les cas, il fera tout pour avoir une bonne note et vous faites rien du tout. Donc ça aussi, ce n'est pas très honnête. Donc dans cette séquence-là, nous avons vu la définition de la programmation binominale. Hein, je dis binomiale, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est la loi binomiale là qui... excusez-moi. Ferme mon micro. Désolé, je suis à la maison là, les enfants là perturbent tout le temps. Donc nous avons vu la définition de la programmation binominale et pas binomiale. Hein. Désolé, dans mon speech là, je glisse déjà. C'est la loi probable, la loi binomiale là, je ne sais pas qui. Voilà, qui me fait glisser vers. Mais ce n'est pas binomial, mais oui, c'est binomial. Ah, j'espère que je ne me suis pas trompé dans la traduction. Mais en anglais, c'est pair programming. Je pense que c'est bien binomial et pas binominal. C'est binomial. La loi, là, binomial ou je ne sais pas. Bon, il y a une loi en probabilité. Je ne sais plus. Voilà, donc la programmation binomiale hein, ou pair programming, comme nous l'avons vu, c'est une technique de développement qui est issue de l'extreme programming. Voilà, où deux développeurs travaillent ensemble sur un même poste. Et des fois, bon, cela peut être plusieurs développeurs. Hein. Il arrive fréquemment, je pense que je l'ai vu dans votre groupe, où vous pouvez être 5 dans un projet. Mais vous appliquez les mêmes principes. Mais dans tous les cas, si vous êtes deux, il faut qu'il y ait un pilote et un copilote. Le pilote, bon, malheureusement ou heureusement, c'est lui qui détient le rôle principal, mais il faut changer de rôle. Voilà, l'un devient le pilote, l'autre le copilote, et ensuite vous changez de rôle. Et pas que l'un reste pilote et l'autre copilote sur tout le projet. Ça aussi, ce n'est pas honnête. Parce que c'est le pilote qui travaille le plus. Donc, c'est le pilote qui écrit le code, et par exemple, le copilote peut relire, voilà, anticiper sur les erreurs ou bien écrire même les tests unitaires. Voilà, donc il faut inverser les rôles régulièrement. Et en test-driven development, le binôme alterne entre l'écriture hein, du test red et ensuite celle du green avant le refactoring. Bon, vous voyez comment vous partagez les rôles. Il n'y a pas de standard. Hein, voilà. Donc, vous alternez simplement les rôles. Et donc, il y a plusieurs avantages, hein, partage de connaissances, puisque vous travaillez ensemble. C'est la raison pour laquelle même on vous met en binôme souvent pour travailler sur les projets. Relecture également immédiate, même si vous ne relisez pas, normalement, votre binôme relit. Et normalement, la revue de code doit se faire ensemble. On va voir tout à l'heure sur les principes du clean code.
En principe, il y a moins d'erreurs puisque vous êtes deux, il y a plus d'attention et une cohérence, meilleure cohérence de style et de logique. Voilà, donc il faut alterner. Voilà. Bon, là, je donne l'exemple de Java, hein, mais bon, ces principes-là du clean code, mais également de la programmation binomiale, s'appliquent à l'ensemble des langages, c'est du développement, quel que soit le développement. Et vous pouvez même l'appliquer dans les phases pré-développement, pré-implémentation ou post-développement. Bon, ça dépend. Même dans la phase de conception, dans la phase d'élicitation des besoins, vous pouvez travailler de manière binomiale et vous échanger les rôles. Voilà, donc, pour des compétences développées, quand vous le faites normalement, bon, il y a une collaboration, c'est l'une des compétences que vous allez développer. La communication technique aussi, parce que bon, vous devriez probablement, si vous avez écrit le test, pouvoir communiquer pour expliquer ce que vous avez voulu faire par l'intermédiaire de ce test à votre binôme, si vous êtes le pilote ou le copilote. Relecture également du code et discipline également du test driven development. Pardon. Donc voilà bon, une synthèse de cette séquence-là. Juste retenir ici que la programmation binomiale en test driven development va permettre d'améliorer la qualité du code, de partager la connaissance, de favoriser la relecture continue et d'assurer une meilleure compréhension des tests et du code. Donc voilà une démarche qui est à la fois technique, mais aussi surtout humaine. Voilà. Et si vous avez un binôme depuis la première année, bon, vous pouvez mesurer tout ce que vous avez appris de votre binôme et tout ce qu'il a appris de vous. Et des fois, il arrive même qu'on ait un binôme avec lequel on travaille de la première année jusqu'au master. Et donc, ce sont de bonnes expériences et ça solidifie. Moi, le binôme que j'ai eu à l'université, jusqu'à présent, nous sommes restés des amis, donc même après les études, parce que bon, vous vivez le développement de projet, ce n'est pas n'importe quoi. Voilà, et vous franchissez ensemble les difficultés. Et donc, cela crée des liens, même en dehors vraiment voilà, de ce travail-là. Bon, là, bon, le multiméter, on va laisser tomber pour revenir par la suite. Demandez seulement quels sont, selon vous, le principal frein à la programmation binominale. Bon, timidité. Bon, je pense que vous ne pouvez pas travailler avec un binôme, voilà, ni d'un rousse en étant timide. Vous devez échanger. Et il n'y a pas de quoi être timide, à moins que, bon, qu'il y ait d'autres considérations. Bon, il y a aussi le désaccord aussi qui peut être un frein. Hein. Bon, souvent, quand on travaille en binôme pilote-copilote, bon, on ne peut pas être forcément d'accord sur ce qu'il faut faire. Et ça, donc, cela amène des situations de crise dans les équipes et qu'il faut savoir dépasser et résoudre. Mais bon, des fois aussi, cela peut être dû à des désaccords, même qui peuvent être liés à la lenteur. Vous pouvez avoir un binôme qui vraiment ne fait rien du tout, ou bien quand il y a un... Vous pouvez vous concentrer pour faire le travail que vous avez à faire en une journée. Lui, il peut traîner du pied pendant plusieurs semaines. Bon. Regardez donc, voilà, les groupes là que vous connaissez ou que vous avez vécu depuis la première année. Je suis sûr que ces expériences-là vous parlent et que nous avons tous vécu en tant qu'étudiants. Voilà, donc le binôme apprend à écrire un code lisible. Et donc ici, le TDD, comme nous l'avons vu tout à l'heure, bon, puisqu'il y a une certaine discipline et un feedback qui est immédiat. Hein, voilà, et le test driven development va permettre d'apprendre à écrire un code testable. Donc là, vous allez appliquer les principes. Oups. Pardon. Donc vous allez appliquer la rigueur, les principes de rigueur et de testabilité. Et bon, la partie clean code, c'est tout ce qui est structure, lisibilité et pérennité que nous allons voir dans la partie séquence 4 à venir à partir du slide suivant. Voilà, donc nous allons peut-être retenir cette phrase-là qui dit qu'en travaillant en binôme, vous apprenez à écrire du code lisible et en pratiquant le test driven development, vous allez apprendre à l'écrire testable. Donc le code lisible sera testable. De toute façon, en test driven development, vous êtes obligé d'écrire les tests d'abord
avant d'écrire donc le code métier. Et si vous appliquez le clean code, donc ce sont les principes de comment déclarer les variables, comment écrire les fonctions, et bon, tous les principes là, YAGMI, KISS, etc. Là, vous allez apprendre à le maintenir durable. Voilà. Pardon. Donc, dans la séquence qui va venir, c'est la séquence 4. Voilà. Nous allons maintenant approfondir ce que c'est que le clean code. Voilà, qui est la philosophie du code est simple, clair et durable. Voilà. Donc, ne pas utiliser un bulldozer pour tuer une mouche. Voilà, pour écrire une fonction qui dit bonjour, on n'a pas besoin de créer 1000 classes ou bien voilà. Donc là, ce sont simplement les principes sur lesquels je reviens. Donc, avec le sujet d'actualité, il y a des gens qui sont compliqués en développement. Très compliqués. Et des fois, même bon, quand on est dans les groupes de TP, on s'en rend compte. Il y a des gens qui ne savent pas coder simplement. Oh, ils sont compliqués. Bon, ils sont très forts aussi. Bon, le clean code pour la séquence 4 hein, du cours de M. Fofana. Donc, dans cette séquence-là, qui est très longue, bon, j'ai développé cette séquence parce que j'ai vu que dans le support, il ne les a pas développés. Alors que le clean code, comme vous avez vu, il y a le livre là que je vous ai partagé qui fait, c'est combien de centaines de pages. Hein? Le clean code, c'est énormément de principes hein, je pense qu'il n'a pas laissé, que j'ai voulu détailler ici. Donc, dans cette séquence-là, bon, nous allons essayer d'entrer donc dans le monde dans les principes du clean code. Donc, c'est un pilier essentiel du développement professionnel, quand on développe comme un professionnel. Voilà. Quand vous êtes un tailleur de rue, là, voilà, vous ne pouvez pas coudre de la même manière que le tailleur professionnel, modéliste, etc. Regardez ce que vous achetez là, dans les boutiques de mode là. Comment c'est bien fait par rapport à certains tailleurs qui sont dans nos rues là. C'est la différence. Vous êtes des ingénieurs logiciels, je le rappelle. Un ingénieur logiciel, c'est un ingénieur. Il faut après aller rechercher la définition de ingénieur, voilà, pour voir tout ce qu'on attend de vous. Et d'ailleurs même, bon, si nous faisons ensemble le tutorat du cours de génie logiciel, je vous montrerai, comme les médecins là, les ingénieurs génie logiciel, normalement prêtent serment. Bon, même si au Sénégal, on ne le fait pas. Les ingénieurs génie logiciel prêtent serment. Il y a un serment. Donc, I3E qu'on utilise. Bon, peut-être on aura l'occasion, si le tutorat vous le faites avec moi, de revenir sur l'ensemble de ces aspects. Donc, dans cette partie-là, vous allez voir des principes qui sont simples, hein, bon, qui vont même vous paraître très évidents, mais bon, que vous n'appliquez pas. De toute façon, des fois, on est trop pressé ou bon, il y a d'autres problèmes, quoi. Les principes de lisibilité, clarté, testabilité également font toute la différence entre un code et ce code-là, souvent, de la manière dont il est écrit, peut avoir des conséquences sur la complexité temporelle que vous avez, je pense, vu en algorithmique et structure de données, et la complexité spatiale qui fait que le code est très lourd, etc. Bon, on verra également, vous verrez au semestre 2, ces problèmes de qualité de code avec la complexité cyclomatique. Voilà, tout ça alourdit le code et fait que, bon, vous pouvez avoir un code normalement qui devrait pouvoir s'exécuter en 2 secondes, mais vous pouvez des fois l'écrire d'une certaine manière qui fait que le code va s'exécuter en 1 minute ou même plus. Donc, attention. Voilà. Donc, alors, on va voir ici. De toute façon, vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas si dans votre métier, peut-être cela vous est arrivé. Bon, moi, ça m'est arrivé régulièrement, ou quand vous arrivez quelque part, il y a un logiciel qui a été développé. Voilà. Et vous devez relire ce code-là pour ajouter des fonctionnalités ou corriger des bugs. C'est là où vous vous rendez compte combien il est important que le code soit bien écrit. Voilà. Ce que vous allez subir ce jour-là va vous amener, vous, à bien écrire le code à chaque fois pour qu'un autre qui va venir après vous pour faire de la maintenance de code, maintenance corrective, évolutive, bon, tous les types de maintenance là que nous sommes censés faire en tant qu'ingénieur génie logiciel, c'est là où vous vous rendez compte.
de l'importance d'écrire le code. Voilà, un code aligné, un code qui respecte certains principes, des noms de variables qui sont significatifs, bon, etc. Des noms de méthodes que l'on comprend, voilà. Et pas des méthodes, on ne code pas pour les aliens, quoi. Bon, c'est exactement bon, ce que le clean code permet de faire. Hein. Donc, dans cette partie-là, normalement, à la fin de cette séquence, vous devez pouvoir définir ce qu'est le clean code et également ses principes fondamentaux. Et ensuite, voir également les bonnes pratiques comme dry, kiss, solid, il y en a d'autres hein, que nous allons voir par la suite. Organiser et tester également une architecture simple et claire en test-driven development. Bon, dans cette partie aussi, je reviens sur plusieurs principes qui sont dans le livre. Hein, parce que le livre, il est immense, je ne peux pas tout faire ici, même si j'ai essayé, bon, sur quelle partie de revenir sur les principes globaux. Donc, qu'est-ce que le Clean Code? Donc, le Clean Code a été proposé par Robert Martin, que l'on appelle aussi Uncle Bob. Bon, même si vous lisez des fois certains cours ou même son livre, hein, des fois vous allez voir quelque part Uncle Bob, c'est lui. Donc voilà, le Clean Code, c'est simplement un code simple, lisible, testable et modulaire. Voilà. Pourtant, vous pouvez écrire en Java le code d'une application qui fait des millions de lignes de code en n'utilisant qu'une seule classe. Pourtant, on ne le fait pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on distribue le code en plusieurs classes et même les classes, on ne les met pas dans les mêmes modules, pas dans les mêmes packages. Donc, il faut savoir faire preuve de modularité. Voilà. Pouvoir distribuer le code, réunir les classes qui vont ensemble et dans chaque classe ne mettre que voilà, le code qui est spécifique à ce que la classe est censée faire. Voilà. Donc, on est comme écrit ici, qui se lit comme une prose. Donc, le code, hein, c'est de l'art et se comprend sans explication. Normalement, un code, quand il est bien écrit, on n'a pas besoin d'explication. Parce que vous avez des noms de variables qui sont significatifs. Vous avez mis des commentaires, pas pour mettre des commentaires, mais voilà, qui veulent dire quelque chose hein, pour les êtres humains. Et Robert C. Martin nous dit que le code est lu beaucoup plus souvent qu'il n'est écrit. Oui. De toute façon, on écrit le code qu'une seule fois. Mais rendez-vous compte, comme par exemple, quand vous avez effectué le développement d'un projet qu'on vous a donné, essayez de compter le nombre de fois pour lequel vous avez parcouru le code pour le lire, alors que vous n'avez écrit le code qu'une seule fois. Donc, il a raison, le code est lu beaucoup plus souvent qu'il n'est écrit. C'est pourquoi il faut que, voilà, le code soit bien écrit et comme il le dit, qui se lit comme une prose et se comprend sans explication. Voilà, c'est là qu'il faut vraiment être simple. Afficher côte à côte un code confus. Bon, je n'ai pas d'exemple de code ici, mais bon, on aurait pu voir. Il y a des codes, quand vous jetez un coup d'œil la première fois, vous ne pourrez absolument dire ce que fait le code. Des fois, vous êtes obligé même de tester le code pour réellement savoir ce que le code fait. Alors qu'en principe, bon, en lisant un code, on doit pouvoir automatiquement savoir ce que fait le code. Et tout ça, ce sont les complications. Ce sont des savants en développement, souvent qui compliquent vraiment les choses, quoi. Donc, c'est une discipline d'équipe. Ce n'est pas une performance individuelle. Voilà. Donc, je prépare le terrain pour les autres. Voilà. Je peux écrire mon code n'importe comment, mais je l'écris bien. Voilà. Comme une citation là qu'on va voir, hein, que quand vous codez, il faut faire, je sais pas, bon, la citation va venir après. Bon, quand vous codez, c'est comme si vous codez pour la vie, quoi. Voilà. Donc, le clean code ne repose pas uniquement sur la compétence d'un développeur qui est isolé, hein, mais sur une culture de collaboration, de partage, mais également de relecture continue. Voilà. Ce n'est pas une performance individuelle, c'est une culture d'équipe. Parce que bon, vous allez faire de la revue de code, partager vos connaissances, hein, faire une relecture ensemble, etc. Donc, un code propre aussi, s'il reste compréhensible pour tous. Voilà. Même des mois après ou des années après. Et d'ailleurs, dites-vous que quand vous avez un très bon logiciel, même si le logiciel est là après 5 ans, souvent on peut revenir pour faire de la maintenance évolutive, pour rajouter de nouvelles fonctionnalités, ou de la maintenance corrective pour corriger les bugs. Ne serait-ce que peut-être les API qu'on utilisait auraient évolué. Pendant ce temps, l'entreprise n'a pas la possibilité de développer une nouvelle version et a besoin
de maintenir le système à son niveau de fonctionnement. Et dans ce cas, il faut entrer dans le code et voilà, regarder le code. Bon, des fois même, il arrive dans les systèmes hérités que l'on doit parcourir des millions de lignes de code pour les traduire dans un autre langage. C'est le cas, par exemple, actuellement de plusieurs programmes qui ont été développés en C++ ou bien en Java, mais étant donné que, bon, il y a cette tendance-là, en tout cas dans certains domaines, pas tous, hein, donc d'utiliser l'intelligence artificielle, souvent, et d'autres fonctionnalités actuellement, de systèmes qui sont développés par Python. Et pour bénéficier de ces librairies-là, souvent, on est obligé, par exemple, de faire de la traduction de code. Ça, c'est un travail hyper intéressant. Voilà. C'est comme quand quelqu'un parle chinois et que vous devez... Il a écrit son mémoire en chinois que vous devez traduire mot à mot en français. Alors là, il y a des choses très, très intéressantes en refactoring, traduction de code. Voilà. Donc, vous êtes aussi censé faire peut-être à un moment ou l'autre en tant qu'ingénieur génie logiciel. En tout cas, c'est dans les pratiques métiers souvent. Vous avez un logiciel développé en C++ qu'on vous demande maintenant de développer avec une version Java. Bon, vous n'allez pas faire du développement à partir de zéro, mais vous allez simplement prendre, puisque peut-être C++, ce sont heureusement la programmation orientée objet, mais essayez de traduire l'ensemble des classes C++ en Java. Bon, après, il faut voir parce que bon, il y a des impacts de modification terribles des fois quand vous avez des millions de lignes de code des fois et souvent des dizaines et des dizaines de classes. C'est vraiment pas facile. Bon. J'ai eu à travailler sur un problème pareil quand je faisais mon DEA, où il fallait traduire le compilateur JAX, je pense, on dit JAX, qui était écrit en C++, on devait le traduire en Java. Donc c'était mon stage avec donc un stage que j'avais fait en laboratoire avec quelqu'un qui faisait son doctorat. Et c'était très intéressant, ça permet d'apprendre des choses. Bon, peut-être que vous aussi, un jour ou l'autre, vous serez confronté à ces situations-là. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un code propre. Parce que si le code n'est pas propre, vous allez vous fatiguer. Voilà, donc les pratiques collectives, revue de code, pair programming, token, refactoring collectif, vont créer une intelligence partagée qui va permettre de garantir la qualité et la pérennité du code. Donc, Robert C. Martin nous dit que les mauvais développeurs écrivent du code. Tout le monde même sait écrire du code. Même actuellement, l'intelligence artificielle la plus nulle permet de vous générer le code. Maintenant, la différence entre ceux qui écrivent du code et les développeurs, c'est que les bons développeurs écrivent du code propre. Quand vous êtes un bon développeur, vous devez savoir écrire du code propre. Et les excellents développeurs maintenant aident les autres à écrire du code propre. Voilà. Donc, la base ici, c'est la propriété du code. Et nous allons voir tout de suite de base. Bon. Donc, un multiméteur ici, quelle mauvaise habitude de code aimeriez-vous corriger? Bon, peut-être nous allons revenir sur les multiméteurs là. De toute façon, vous êtes peu réactif au multiméteur. Voilà. OK. Donc, les principes de base ici, bon, le clean code repose sur des règles hein, qui sont assez puissantes et ce sont ces règles qui sont ici. Bon, ce ne sont pas les seules règles. Hein. Donc, vous avez la règle du KISS. KISS, hein? KISS signifie Keep it simple, stupid. Donc, il faut rester simple. S-I-M-P-L-E. Donc, il faut éviter la complexité inutile. Et ça, ce sont des choses que nous voyons. Même pour déclarer des variables, il y a des gens qui sont compliqués. Déclarer une variable somme, voilà. Au lieu d'écrire une somme, vous allez voir des gens qui vont vous raconter leur vie, rien que sur cette déclaration-là. Donc, il faut rester simple. Bon, on va voir après plus en détail ce principe-là. Vous avez également le principe dry, hein? Don't repeat yourself, ne pas dupliquer le code. Parce que quand vous dupliquez le code, vous augmentez la complexité du code. Et vous ne pouvez pas mesurer combien cela alourdit
les temps d'exécution, même si c'est 1 seconde. Et ça, c'est mauvais. On est à l'ère où on optimise les complexités spatiales et temporelles. Il faut réduire la maintenance. Ça aussi, on va voir en détail. Vous avez également le profil, le principe YAGNI. You aren't gonna need it. Ne pas coder pour demain. Vous codez une fonction pour aujourd'hui. Limitez-vous aux fonctionnalités qu'on vous a demandées. Voilà. Ne prévoyez pas autre chose. Et n'écrivez pas du code inutile. Et là, quand vous utilisez le test-driven development, ça vous permet peut-être d'éviter ces écueils-là. Parce que normalement, en test-driven development, pour passer au vert, on ne met que le code nécessaire pour que la partie test passe au vert. Et ensuite, vous avez la 4e règle que nous allons voir également en détail. C'est la règle Boy Scout Ruler. Donc, laissez le code plus propre qu'avant. Voilà. Amélioration continue. Avant de quitter, assurez-vous que le code est propre, voilà, bien commenté, etc. Voilà. Ne trouvez pas, c'est comme quand vous venez dans une salle, vous trouvez la salle propre. Normalement, hein, si vous avez de bons principes, avant de sortir, vous allez remettre la salle, donc, comme vous l'avez trouvé. Donc, vous venez, vous trouvez du code, il faut laisser le code plus propre avant, et même si c'est vous qui l'avez développé. Donc, ce sont autour de ces 4 principes. Hein. Bon, il y a d'autres principes que nous allons détailler, comme principe solide, qui est un autre des principes également. Donc, les principes solides structurent la conception orientée objet surtout, dans le clean code. Donc, vous avez SOLID. S pour Single Responsibility Principle. Une classe égale une seule responsabilité. Une classe, c'est une seule responsabilité. Donc, on va voir après. Vous avez aussi le O qui signifie Open Closed Principle. Donc, il faut, la classe là que vous développez va être ouverte à l'extension et fermée à la modification. Voilà. Donc là aussi, on verra peut-être en détail. Vous avez aussi le L qui signifie LISCO Substitution Principle. Voilà, une sous-classe qui veut dire qu'une sous-classe phi, normalement une sous-classe, voilà, une classe phi, une sous-classe doit pouvoir remplacer sa classe mère. Enfin, le I et le D, I pour Interface Segregation Principle, qui veut dire que il faut des interfaces fines et pas des monstres. Alors, ne surchargez pas, c'est pas de faire des choses extraordinaires, hein. Voilà, des interfaces spécifiques, pas trop larges, pas, voilà. Ne versez pas dans l'extraordinaire. Bon, surtout mes parents serrures là, vous aimez bien les couleurs, quoi. Beaucoup de couleurs et d'animation. Bon, dependency, injection principle. Donc, l'injection de dépendance, bon, je ne sais pas si vous l'avez eu, peut-être pas. Vous le verrez dans le cours de Spring Boot. Voilà, bon, on verra également peut-être en détail. Donc, voilà. Donc, il faut dépendre des abstractions, bon, pas des implémentations. Bon, je ne sais pas si vous n'avez pas encore vu ce principe de l'injection de dépendance, peut-être cela peut ne pas vous dire quelque chose. Bon. Mais bon, c'est simplement dans le processus de création d'instances de classes dans d'autres classes qui réutilisent cette classe-là. Et souvent, bon, quand on ne le fait pas, on se retrouve avec un attribut de classe qui reste déclaré dès le départ et qui souvent pose beaucoup de problèmes. Mais bon, dans le cours de développement Back-end 2 ou Spring Boot, vous aurez l'occasion de revenir. Bon, de toute façon, l'injection de dépendance s'utilise maintenant dans tous les frameworks modernes. Voilà, quelques pratiques et règles associées. Donc, on a vu tout à l'heure KISS et SRP. Hein. Donc, KISS, je rappelle, Keep it simple, être resté simple. Voilà, et comment ça SRP, c'est Scout Ruler Boy. Voilà, c'est la règle Boy Scout. Donc, il faut laisser le code le plus propre avant. Voilà. Donc, vous avez ici un mauvais exemple ici qui est donné hein, au-dessus à chaque fois et un exemple en tout cas de comment est-ce qu'il faut faire. Par exemple, regardez là-bas. On déclare ici peut-être la durée en déclarant la variable comme int_d. int_d, cela ne signifie absolument rien du tout. Ça n'a rien à voir. Peut-être le plus simple et ce qui est le plus clair, c'est simplement de dire int durée en journée ou bien durée en mois, etc. Normalement, la deuxième déclaration, quel que soit le développeur, même qui vient de commencer Algo 1,
S'il le lit, il saura que là, vous déclarez une variable qui est censée contenir une durée en jour. Et ça, c'est clair, quoi. Pour dire que normalement, on doit pouvoir lire le code même si on ne l'a pas écrit et le comprendre. Donc, il ne doit pas y avoir, voilà, la facilité de compréhension. Je pense, vous verrez au semestre 2, c'est un des critères de qualité logicielle. En tout cas, le code, quand on lit, on doit pouvoir comprendre. Et même sur les méthodes là, je vous conseille de lire le livre de Martin là. Il y a un chapitre qui n'est consacré qu'à la manière de nommer les variables et autres. Il y a un chapitre, il est consacré qu'aux fonctions. Donc, il faut parcourir le livre, même si vous n'avez pas le temps de le lire. Donc, keep it simple et single responsibility, pardon, ici, j'ai dit Boy Scout là. Donc, il faut un nom explicite, voilà, et qui suffit à comprendre la fonction sans commentaire. Vous avez ici, sur cette fonction, on n'a pas besoin de commentaire. Quand vous lisez calculer facture mensuelle, vous savez que cette fonction, cette méthode permet de calculer, voilà, la facture mensuelle, rien d'autre. Donc, il faut rester simple, voilà, et aussi, bon, voilà. Ensuite, il faut aussi écrire des fonctions courtes et ciblées, surtout sur les noms là. Sur les noms, on a vu tout à l'heure, hein? Mais savoir que, bon, une fonction, normalement, c'est une seule responsabilité. Regardez par exemple cette fonction. Cette fonction, normalement, ils ont nommé traité commande. Mais dans le traitement des commandes, pourquoi envoyer un email de confirmation? Bon, vous pouvez les séparer, même si, bon, si vous le faites aussi, je le répète, ce ne sont pas des erreurs de programmation, mais c'est sur le principe. En tout cas, quand vous codez, assurez-vous que les méthodes et les fonctions n'aient qu'une seule responsabilité. Voilà. S'il y a d'autres responsabilités ou d'autres fonctionnalités, il faut décomposer ces méthodes. C'est beaucoup plus, voilà, simple. Voilà. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, on a le traitement de la commande, la même méthode, avec lire commande, traiter paiement, notifier client, voilà, par exemple, et générer facture. Voilà. Donc, on a une seule tâche et qui est claire sur le traitement, le processus de traitement de la commande. Bon, etc. Donc, vous avez également dry ici, que nous avons vu. Hein? Don't repeat yourself ici. Voilà. Voilà, qui consiste à ne pas copier du code, hein? Mais juste appliquer les principes de factorisation du code. Voilà, donc vous avez ici, bon, regardez cet exemple-là où on dit if client.isVIP prix égal prix fois 0,8. Ensuite, if client.isEtudiant prix égal prix fois 0,8. Bon, déjà, évidemment, il y a plusieurs manières de réécrire de manière plus simple ce code. Par exemple, ici, au lieu de répéter ceci, bon, vous implémentez simplement, voilà, une méthode. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si ce sont des remises, peut-être comme dans la philosophie ici, par exemple, bon, on diminue le prix de 20% ici. Donc, vous écrivez simplement, vous développez une méthode, par exemple, appliquer remise et qui reçoit en paramètre le prix de multiplication, puisqu'au fond, après, ce que l'on fait, c'est simplement multiplier le prix et le taux de réduction. Bon, ici, ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, c'est le principe dry. Don't repeat yourself. Évitez la duplication. Et ça, c'est par exemple dans le test driven development, c'est dans la phase de refactoring, voilà, qu'il faudrait vous en occuper. Et quand vous le faites, vous allez diminuer votre complexité spatiale et temporelle. Même la complexité cyclomatique, bon, peut-être vous ne savez pas ce que c'est, mais vous diminuez la complexité du code. Tout ce qui est métrique là, et d'ailleurs même ces genres de code très sales là, si vous l'écrivez et que vous avez des plugins comme Sonar, Cube, etc., ils vont automatiquement vous signaler que là, vraiment, même si ça passe, c'est pas propre. Et Sonar va vous proposer un refactoring de votre code. Autre principe, voilà, c'est le principe KISS. Hein? Keep it simple, je pense. Hein? KISS. Voilà. Il faut commenter avec modération. Voilà. Des fois, si vous commentez juste pour dire ce qu'il y a à la ligne suivante, ce n'est pas la peine. Hein? Voilà. Donc, un bon code se commente par sa structure et ses noms,
pas par des phrases. Voilà. Donc, un code propre s'explique par sa structure. Voilà. Ce n'est pas un roman. Voilà. Il ne faut pas profiter des commentaires pour raconter toute l'histoire de la classe là, tout ce qu'une méthode fait. Voilà. Alors, bon, je vous conseille, ce principe-là autour des commentaires est très détaillé. Il y a un chapitre entier dans le livre codé proprement. Donc, il faut aller là-bas. Vous allez voir les principes de comment est-ce qu'on commente. Voilà. Ensuite, bon, cohésion, découplage, bon, je ne sais pas, là, bon, la difficulté ici, c'est que, bon, il me semble que vous ne savez pas ce que c'est qu'une injection de dépendance. C'est en faisant le tutorat là que je m'en rends compte que c'est au semestre 2 que vous allez voir ce principe-là. Mais vous pouvez essayer de voir. Voilà. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec l'injection de dépendance, bon, cela a à voir surtout avec les instances de classe là qui sont déclarées ici. Par exemple, regardez, on a déclaré une instance de classe database connection DB. Ici. Alors que bon, normalement, l'injection de dépendance permet peut-être de s'y prendre autrement. Bon, mais je pense que bon, ne vous en faites pas. Bon, peut-être après. C'est pas l'exemple le plus, voilà, qui vous parle le plus. Bon, mais c'est pas grave. Ensuite, vous avez également la loi de Déméter, hein, le principe de la moindre connaissance ici. Voilà, ne parlez qu'à vos amis immédiats, souvent on dit. Hein, et une classe ne doit pas connaître la structure interne des autres classes. Regardez, ça c'est pas bon. Client.getCompte.getBank.getAdresse. Souvent que vous utilisez, hein, on le voit dans les codes de projet qui sont rendus souvent. Voilà. Donc la loi de Déméter vous dit que dans le principe qu'il faut moins de dépendance. Parce que quand vous avez moins de dépendance, vous avez moins de bugs. Voilà. Donc on a là déjà dans client la méthode compte qui appelle donc la méthode banque qui appelle la méthode adresse. Voilà. Alors qu'on aurait pu directement avoir une méthode getAdressBank. Et dans getAdressBank, vous mettez tout le code pour accéder au compte et à la banque, par exemple. Bon. Ensuite, autre règle également, c'est tel don't ask, donc TDA. Hein. Voilà. Dites à l'objet ce qu'il doit faire. Ne lui demandez pas son état aussi. Voilà. Donc, vous avez un exemple ici où vous avez donc une structure conditionnelle qui pose donc la structure conditionnelle. Est-ce que la facture est payée? Et si c'est le cas, imprimé. Bon, on peut également avoir simplement une méthode imprimer si payé. C'est pas plus simple. Bon, etc. Donc, voilà. Donc, il faut dire à l'objet ce qu'il doit faire. Voilà. Donc, cet objet facture doit imprimer si elle est payée, mais pas lui demander son état. Facture est payée, alors ceci ou cela. Mais maintenant, bien sûr, imprimer si payé, peut-être regarder, bon, je ne sais pas de quelle manière, est-ce que. Et ensuite, vous avez Yagni, you aren't gonna need it. Voilà. Voilà, qui donc vous oblige à, bon, pas obligé, mais vous recommande de simplifier, éviter la dette technique prématurée, donc nous allons voir ici. Donc, voilà, ne codez pas ce que vous n'utilisez pas encore. Donc, il faut rester simplement dans les fonctionnalités qui sont nécessaires. Par exemple, ici, vous avez export XML in JSON and CSV. Bon, écrivez simplement une export JSON si c'est ce dont vous avez besoin. Pourquoi vous mettez à la fois XML, JSON, CSV? Je ne sais même pas comment il va le faire. Bon, peut-être dans 3 fichiers différents. Bon, là aussi, je le précise, hein, c'est un des exemples parmi des milliers. À chaque fois, selon l'écriture, sur Yagni, on peut avoir des cas différents, pas seulement cette. Mais ça, c'est un exemple, hein, juste pour pouvoir illustrer, le principe.
cours de génie logiciel, on ne fait que parler. Bon, peut-être au prochain chapitre. Sur les BDD et ATD, on va faire un peu plus de pratique. Voilà. Bon, là aussi, vous le retrouvez, je pense, dans la séquence là. Il explique sur l'architecture, hein. Bon, clean architecture, hein. Voilà. Donc, qui ressemble à ceci, en tout cas dans l'illustration où, donc vous avez, bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne architecture sépare clairement les responsabilités. Voilà. Et donc, vous avez le domaine ici, qui est la logique métier, souvent, c'est le cœur de l'application. Et donc, il peut contenir donc, les entités, les règles métiers les plus stables et ne dépend d'aucune autre couche. Donc, souvent aussi, en clean architecture, vous avez la partie application et donc, comment dirais-je, service. Donc là, c'est cette partie-là, cette couche-là, qui orchestre les cas d'usage. Et donc, cette couche orchestre les cas d'utilisation, les use cases. Et donc, c'est cette couche-là qui utilise la logique métier du domaine pour, par exemple, exécuter les fonctionnalités de l'application. Vous avez aussi la partie interface utilisateur, hein, donc où sont gérées les interactions et tout ce qui est usage, bon, comme peut-être le nom le dit. Voilà, c'est par son intermédiaire que l'utilisateur va interagir avec l'application. Donc là, il faut l'assimiler avec la partie verte, là, c'est la présentation. De toute façon, c'est ça que l'utilisateur va voir. Donc, presque c'est bon, peut-être du point de vue utilisateur, bon, on a les couches sont bien représentées. Donc, vous avez le domaine, c'est la logique métier. Et souvent, la logique métier, c'est la couche application qui l'utilise et qui appelle donc les fonctionnalités métiers qui sont appliquées. Et comme je viens de vous le dire, application ici, c'est là où vous avez les use cases. Mais les use cases, là, les fonctions que vous avez implémentées sur les besoins fonctionnels notamment, c'est par l'intermédiaire de la couche présentation que l'utilisateur y accède. Voilà. Et derrière également, le sous-bassement de tout cela, c'est l'infrastructure. Donc, c'est cette couche-là qui gère les interactions avec les systèmes externes comme les bases de données, les services, bon, les intelligences artificielles maintenant, les API, tout ce que vous voulez. Mais quand vous codez, en dehors de l'écriture du code, il faut savoir séparer le code en couches. Normalement, c'est ce que vous êtes censé faire. J'espère que vous le faites. Vous avez donc la partie, souvent même, on peut retrouver ces différentes couches dans des serveurs différents. Ou des fois, ce ne sont même pas des frameworks les mêmes. Des fois, vous avez un framework front-end qui va vous permettre d'implémenter la partie présentation. Vous avez un framework back-end souvent qui implémente donc ces deux couches-là, application et métier. Et des fois, même, bon, la couche métier peut être une autre application, une autre logique métier. Voilà. Surtout actuellement, bon, dans la tendance à IA, dites-vous que la logique métier, des fois, ce sont des agents IA. Donc, il y a cette possibilité-là que ChatGPT, comment ça s'appelle, OpenAI, DeepSeek et autres là vous offrent. Donc, ils ont développé des agents IA qui font des choses spécifiques. Par exemple, j'ai un agent IA qui, par exemple, chaque jour peut récupérer l'ensemble des réclamations de notes pour les traiter, envoyer automatiquement des mails de réponse ou bien des mails pour spécifier aux responsables de formation ou d'autres qu'est-ce qui s'est passé, bon, etc. Bon, c'est peut-être un mauvais exemple. Ou bien actuellement des IA qui automatiquement, vous dites que je dois voyager sur Dakar, vont automatiquement vous faire la réservation pour la voiture, une réservation d'hôtel là-bas peut-être, bon, et de restaurant le temps de votre séjour et d'autres. Ça sont des agents IA et ces agents le font automatiquement. Presque si vous avez une bonne culture, ça correspond à ce qu'on implémentait sous forme de briques métiers. Donc, les briques métiers, c'est un ensemble de fonctionnalités. C'était les EJB, les entreprises Java Beans. Peut-être que vous avez vu, parce que vous avez fait J2E en licence, il me semble. Je ne sais pas si vous avez été jusqu'au GJB. Ça, ce sont des briques métiers. Les briques métiers, donc, bon, ça a tendance à disparaître. Ce sont des logiques métiers qu'on développait, comme des prises. Vous ne venez, en réalité, le JV va exposer des points de terminaison comme les API,
Vous venez simplement vous y brancher et vous avez accès à la fonctionnalité. Et on avait dans le temps des entreprises qui étaient spécialisées en cryptographie, qui étaient spécialisées par exemple en paiement électronique. Donc, eux, ils vous vendent la brique métier comme un murant de votre brique logicielle. Vous venez, vous le branchez simplement par les points de terminaison à ce que vous êtes en train de développer. Vous avez automatiquement la fonctionnalité. Actuellement, les intelligences artificielles sont en train de proposer quelque chose de similaire. Hein. Et c'est le cas hein. Sur l'ensemble. Voilà, vous avez, bon, l'ensemble des fournisseurs d'IA, vous avez ces fonctionnalités. Et même certains maintenant commencent à développer des agents qui rendent des services en réutilisant maintenant les IA qui sont derrière hein, les ChatGPT, Claude, etc. Et c'est un bon filon, à mon avis, qu'il vous faut explorer parce que c'est l'avenir aussi. Le logiciel statique, là, tel qu'on le développe, maintenant, dans le processus, on a des agents IA qui l'intègrent. Et ces agents IA-là ne sont pas difficiles à explorer. Donc, il y a Agent Builder avec OpenAI, donc, qui est associé à ChatGPT. Vous avez également N8N, voilà, que vous pouvez explorer également. Vous n'avez pas besoin d'écrire du code pour développer votre IA. Si vous avez une bonne maîtrise, vous mettez devant en quelques minutes, vous développez une intelligence artificielle qui fait des choses extraordinaires. Voilà, qui peut par exemple recueillir automatiquement ce cours-là et vous permettre de réviser. Ça, bon, on le code. Bon, c'est du low code, no code, on ne code pas. Bon, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on ne code pas, mais on configure l'agent très, très facilement. Voilà, vous le configurez en rack et ensuite vous lui donnez votre support de cours avec tout ce qu'il faut bon, comme instruction. Et vous pouvez créer l'API, comme les API que vous développez, qui vont permettre, par exemple, aux étudiants de payer pour avoir automatiquement des QCM, bon, ou de réviser. Et donc, ce sont ces cas applicatifs-là, je pense qu'il nous faudrait voir dans la dynamique. Pas que là, même en médecine, hein, donc vous pouvez faire des racks sur ou bien même en comptabilité, sur des agents IA. Donc, vous pouvez leur soumettre automatiquement, par exemple, des factures, voilà, ou autre. Ils peuvent faire tout le travail de comptabilité, d'interprétation, bon, en tout cas, tout ce que les experts là font. Bon, c'est ce qui fait craindre un peu sur les métiers, je vais dire, cognitifs là. Peut-être si vous suivez, vous avez le temps, vous pouvez suivre le webinaire que je vais faire le mercredi. Donc, on revient sur l'ensemble de ces aspects-là. Oh, je vous le disais, c'est un cours où on parle tout le temps. Voilà le ninja code. Oui, il y a des gens, ce sont des ninjas quand ils codent. Ça, je l'avais pas vu. Il y a des gens là. Mais il y a des gens très compliqués. Vous ne savez pas. Il y a des étudiants là. Je pense qu'ils sont nés avec la complication, quoi. Voilà. Donc, test and clean code également, c'est un des principes, hein, règles. Donc, un code propre est facile à tester. Voilà. Donc, il faut un code toujours propre. Voilà. Parce que, bon, vous avez des couplages faibles, voilà, également, et d'autres caractéristiques de qualité. Donc, un code propre est naturellement testable et faiblement couplé avec une forte cohésion. Bon, ça, ce sont des principes de qualité logicielle, bon, que je ne vais pas développer ici, mais que vous verrez au semestre 2, dans le cours de qualité et métrique du logiciel, cohésion, voilà, couplage, tout ça, ce sont des critères de qualité logicielle. Donc, parce qu'après avoir développé un logiciel, il faut mesurer la qualité. Et il y a donc des indicateurs qui permettent de mesurer la qualité du logiciel. Métrique. Voilà. Donc, si vous avez du mal à écrire un test unitaire, donc, si c'est le cas, c'est que bon, voilà, c'est signe que votre code n'est pas clean. Mais si le code est clean, normalement, vous devez pouvoir écrire facilement le test unitaire. Bon, si vous ne faites pas du, voilà. Voilà. Donc, vous avez un exemple ici. Bon, l'exemple pratique, on laisse tomber. Bon. Voilà. Donc, ici, le clean code, pour retenir ici, ce n'est pas un style, mais c'est une discipline et qu'il faut vous imposer. Voilà. Et dans le clean code combine les principes solides, comme nous avons vu tout à l'heure,
Vous avez les règles dry, hein, don't repeat yourself. Vous avez également les règles KISS, keep it simple, stupid, YAGNI également. Hein. Vous avez également un appui sur le test driven development pour garantir la rigueur et la confiance. Et donc, c'est une philosophie du développement durable. Donc, aujourd'hui, voilà, il faut coder aujourd'hui pour qu'un autre puisse comprendre demain. C'est la philosophie. Il faut coder aujourd'hui pour que quelqu'un, même s'il revient dans 5 ans, 10 ans, puisse comprendre votre code. Et pour cela, il faut que le code soit bien écrit, bien formaté, que vous utilisez des noms de variables et de méthodes qui sont significatifs, même le nom de la classe, et qui veulent dire quelque chose, qu'on n'ait pas besoin de commenter pour savoir ce que la méthode ou la variable fait, voilà, etc. Mais normalement, je pense que ce sont des principes que vous avez pu découvrir parfois vous-même au fil du temps. Bon. Quand on a 5 ans d'expérience de développement, ce n'est pas rien du tout. Donc, en synthèse ici, le clean code, comme je l'ai dit au départ, c'est l'ensemble des principes et règles, mais également pratiques qui visent à produire un code lisible, maintenable, testable et durable. Voilà. Donc, c'est cela. Ensuite, retenir également que l'objectif du clean code, c'est de rendre le code compréhensible pour d'autrui, facile à modifier, testable dans un contexte test driven ou bien d'injection, j'ai dit d'injection, d'intégration continue et de dépendance continue CI/CD. Voilà. Donc, ensuite également, il y a des principes fondamentaux aussi qu'il faut étudier. Je vous invite à les explorer. Vraiment, si vous allez sur YouTube, vous avez des capsules. Écrivez simplement Clean Code KISS. J'ai dit KI2S. Vous allez voir. Là, vous avez des capsules peut-être qui viennent plus en détail avec d'autres exemples. Mais KISS, keep it simple, veut dire qu'il faut garder simple et clair le code. Voilà, il faut être simple et clair. Ça suffit. Dry, don't repeat yourself également. Ne pas dupliquer surtout le code. Ensuite, vous avez YAGNI, hein, ne pas coder ce qui n'est pas encore nécessaire. Limitez-vous aux fonctionnalités voilà, qu'on vous a demandé. Ne prévoyez pas des fonctionnalités pour demain. Ce n'est pas la peine. Code rouleur également, BSR. Laissez le code le plus propre avant. Voilà. Et si vous le faites à chaque fois, vous allez trouver du code propre. Quand vous allez quitter, vous laissez du code propre. Quand vous revenez, vous trouverez du code propre. Et quelques principes solides également. Single responsibility pour le S. Le principe, c'est une seule responsabilité pour le code. Ne créez pas une méthode qui va faire des milliers de choses à la fois. Mettez un seul cas d'utilisation dans le code. C'est simple et passé. Pour les autres, mettez-les autre part. Hein. OCP, Open Close Principle. Il faut que ce que vous écrivez soit ouvert à l'extension parce qu'il arrive souvent, comme je l'ai dit, dans le cadre de la maintenance évolutive, vous écrivez votre classe aujourd'hui en 2025, voilà, dans une application, je ne sais pas, qui gère peut-être, voilà, l'impression des bulletins relevés de notes à l'UNCHK, mais que d'ici 5 ans, qu'il y ait des évolutions qui font que, par exemple, si jamais le logo de l'université a changé, l'on veut entrer dans le code pour modifier les éléments qui gèrent le logo ou autre chose. Bon, peut-être le logo, c'est un élément. Plusieurs années après, on peut revenir et avoir le besoin de modifier le code. Et donc, il faut que le code soit clair. Ça simplifie la vie. Voilà. L'ISCOV Substitution Principle dit que les sous-classes doivent pouvoir remplacer la classe mère sans effet. Voilà. Puisque la sous-classe, normalement, hérite de l'ensemble des attributs et autres de la classe mère. Donc, normalement, la sous-classe devrait pouvoir remplacer la classe mère. Voilà. Voilà. ISP, Interface Segregation Principle, préférer plusieurs petites interfaces, bon, ne pas également faire des interfaces extraordinaires. DIP également sur l'injection de dépendance, bon, sur laquelle nous allons revenir après par la suite. Voilà. Quelques autres règles ici, telles don't ask, dire à l'objet ce qu'il doit faire, ne pas lui demander son état. Et ensuite, aller explorer à la fin du cours la loi de Demeter. Hein. Voilà, ne parler qu'à ses amis immédiats aussi. Voilà, etc. Et d'autres principes qu'il faut relire. Et ensuite, relire toute la documentation que M. Fofana vous a donnée
dans le cours. Donc, si vous devez regarder deux idées, car sur cette partie-là, c'est qu'il faut de petits pas. Un test, un échec, un code minimal, puis on nettoie. Il faut aussi apprendre à empiler tout ce qui est donc ATDD, que nous allons voir par la suite, mais également tout ce qui est Behavior Driven Development, pour la clarté métier. Et ça, peut-être, bon, il faut les chapitres, combien 3 et 4, 5 et 6. Donc, ce sont les deux derniers chapitres. Et là, nous allons revenir en détail pour avoir la clarté métier. Et bon, bien sûr, comme nous l'avons vu, le test Driven Development va concourir à la solidité technique. Donc, pour terminer, quelques pratiques collectives et culturelles dans le Clean Code, donc, qui sont autour de 9 pratiques collectives. Hein. Donc, il y a une première pratique, bon, il est presque l'heure, hein, bon, on va voir. Donc, la première pratique hein, spécifie qu'il faut faire du code review. Il faut une revue de code qui consiste à faire relire son code par un autre développeur avant son intégration. Et je vous le répète, je fais référence à moi, bon, pas pour m'auto-glorifier ou montrer ce que j'ai fait faire, mais comme je vous l'expliquais, moi, durant mon premier stage, comme je vous le disais, mon maître de stage écrivait les tests et moi, j'écrivais le code. Mais malgré cela, une fois qu'on a implémenté chaque classe, on avait régulièrement des séances de revue de code. On ne code pas, on ne fait que relire le code. Et quand vous faites une revue de code, cela vous permet à l'œil de détecter des erreurs de fonctionnalité, peut-être pas des erreurs de compilation, etc., mais de détecter des erreurs sur la manière dont le code est implémenté. De voir également comment faire du refactoring pour améliorer la qualité du code et la lisibilité, etc. Donc, ce sont de bonnes pratiques. Malheureusement, bon, notre génération est très paresseuse à la lecture, très paresseuse, hein? Mais il faut, le code, ça se lit. Voilà. Il faut faire une revue de code. Voilà. C'est une forme également de validation, voilà, de métrique et même de test hein, qui permet de valider à l'œil. Ça permet d'identifier les incohérences ou dettes techniques, d'améliorer la qualité et la sécurité du code, de diffuser la connaissance également entre pairs. Parce que quand on fait une revue de code avec quelqu'un qui ne l'a pas écrit, il aura sûrement des questions sur le code. Donc, avant de fusionner, par exemple, une pool request, bon, quand vous avez fait un développement collaboratif en utilisant, par exemple, GitHub, moi je suis là, vous êtes sur Dakar ou je ne sais pas, Thiès, etc. Hein? Donc, on peut, par exemple, avant de faire un pool pour envoyer le code au niveau du serveur, etc., un pair peut vérifier ensemble, bon, vous vous connectez, comme nous sommes en train de le faire, vous affichez le code et vous le parcourez, donc ligne par ligne du début à la fin, pour voir est-ce que les noms sont clairs, est-ce que les méthodes sont courtes, est-ce que par exemple les tests unitaires existent et passent, etc. Voilà. Donc chaque revue ici est l'occasion de laisser le code plus propre qu'avant. Donc là, bon, quand vous faites du code review, vous allez appliquer les principes de Boy Scout Ruler, du Keep It Simple, du Dry, du SRP, tout ça. Et donc, ce sont des gages de qualité. Pair programming également, bon, je ne vais pas insister, on l'a vu. Donc là, c'est une des pratiques collectives, hein, donc, qui est issue de l'extrême programming, on l'a vu tout à l'heure, et qui permet de réduire les erreurs, de favoriser des compétences. Donc, le code appartient aussi à l'équipe et pas à un individu. Voilà. Par exemple, je me rappelle d'un problème que nous avons eu dans le master en intelligence artificielle ou big data, où il y avait un groupe qui travaille ensemble, mais malheureusement qui ne s'entendait plus. Bon, le problème c'est que, bon, je ne sais pas, c'est extraordinaire comme Satan est fort. Le projet-là a fini par gagner un prix. Et malheureusement, l'équipe ne s'entendait plus. Et il s'est posé voilà, un grand problème sur la paternité du code. Bon, vraiment pas simple. Mais bon, il faut savoir gérer cela. Ce sont des moments de crise, comme je vous le disais. Bon, également, BBL, hein, Brown Bag Lunch, Échange, Talks, Meetup, tout ça aussi, ce sont de bonnes pratiques. Hein, et vous le voyez des fois ici. Bon. Par exemple, avec Force N qui organise régulièrement des Meetups. Les talks, là aussi, bon, des fois, bon, ce sont des pratiques qui ne sont pas mal, qui vont vous permettre de communiquer. Voilà, et des fois même, on a des talks où vous présentez avec au finish un financement.
Bon, ce sont des choses aussi qu'il faut apprendre, les essences, et surtout savoir, dans ces cas-là, recueillir une critique et voilà, ne pas se fâcher, quoi. C'est dans le cadre professionnel. Donc, les lunchs là, voilà, talk, meet-up, ce sont des moments informels d'échange où les développeurs partagent leurs bonnes pratiques autour d'un repas ou bien d'un café. Mais quand il y a des critiques aussi, bon, il faut savoir les capter positivement, voilà, etc. Donc, ce sont de bonnes pratiques également qui permettent de diviser la culture du code propre et des bonnes pratiques, de mutualiser des retours d'expérience et de créer une dynamique d'équipe autour de la qualité. De toute façon, on retrouve les mêmes pratiques en Scrum. Hein. Voilà, quand on fait du développement en appliquant Scrum. Donc, la qualité du code est une culture partagée, voilà, et pas une contrainte individuelle. Voilà. Donc, souvent, bon, par exemple, on peut avoir un talk sur une session de 30 minutes, comment appliquer le principe SRP au quotidien, voilà, au déjeuner, en déjeunant. Voilà, et là, bon, on peut le faire voilà, de manière collégiale, en discutant. Faire également un refactoring régulier, de toutes les façons, c'est une des étapes du TDD. Et donc, le refactoring, c'est la réécriture du code sans changer son comportement fonctionnel. Si vous vous rappelez des différentes phases du test-driven development. Et ça va permettre d'améliorer la structure, la lisibilité et des fois même la complexité du code. Voilà, pour réduire la dette technique, améliorer la maintenabilité, rendre le code conforme aux principes solides. Donc, c'est le cas quand vous renommez des variables, vous extrayez des méthodes, vous supprimez une duplication des interfaces. Voilà. Également, donc, la dette technique, donc, voilà, j'en parlais tout à l'heure. Donc, la dette technique désigne le compromis de qualité fait à court terme. Donc, quand on code rapidement, de manière sale, non testée. Ça, là, vous vous retrouvez avec des dettes techniques que vous allez, de toute façon, tôt ou tard, vous payerez cette dette-là. Vous allez rembourser tôt ou tard. Voilà. Soit c'est sous forme de bug, ou bien vous avez une maintenance hyper coûteuse. Voilà. Et si vous avez des milliers ou des millions de lignes de code qui sont sales, non testées, que vous écrivez et que vous force 2 ans à revenir regarder le code, là, vous allez payer. Ou bien qu'un bug se produit. Souvent, vous avez un bug que vous ne pourrez pas repérer facilement là où le bug s'est produit. Donc, attention aux dettes techniques. Voilà. Coder rapidement, coder de manière sale et ne pas effectuer les tests. Donc, l'objectif ici est d'identifier et suivre les dettes dans le backlog, hein, quand vous êtes du Scrum, d'arbitrer entre livraison rapide et qualité durable et planifier donc le refactoring pour réduire cette dette technique-là. Voilà. Par exemple, ici, si on ajoute une fonctionnalité sans test unitaire, donc, bon, immédiatement, vous avez la fonctionnalité, mais le coût de maintenance future peut être très élevé parce que vous n'avez pas fait le test unitaire, vous retrouvez avec un bug ou une méthode qui ne fait pas ce qu'elle est censée faire, sa spécification de départ. Donc, le clean code, pour rappel, vise à limiter la dette technique en codant juste ce qu'il faut, bien et testé. Voilà. Ensuite, on a presque moins. Okay. Vous avez également les valeurs et repères fondamentaux qui guident chaque décision de conception. Et ça, ce sont des éléments qui vont vous servir de boussole pour écrire du code propre, même en l'absence de règles strictes. Voilà. Et donc, ces principes-là, nous les avons listés. Il faut y faire référence, KISS, DRY, SRP, etc. Donc, ces principes-là, il faut les appliquer. Et ça va permettre de favoriser des décisions cohérentes à long terme, mais également que vous puissiez maintenir, voilà, une vision claire du pourquoi derrière le code, pourquoi vous avez fait ceci ou cela. Voilà. Ensuite, vous avez les tests automatisés à tous les niveaux qu'il faut faire, hein, avec voilà, la pyramide des tests. Bon, je pense que vous reviendrez dans le cours de GL sur les différents types de tests. Je les avais même listés, il me semble, quelque part dans la première ou deuxième séquence, quelque part, je me rappelle. Donc, le code propre est toujours accompagné des tests automatisés. Et donc, ce sont ces tests automatisés qui valident son bon fonctionnement à tous les niveaux. Et donc, vous avez les tests unitaires
sur les fonctions de classe, vous avez les tests d'intégration, vous avez les tests end-to-end, les tests d'acceptation et d'autres. Hein. Bon, on n'a pas que ces tests-là. Voilà. Donc, un code bien conçu est naturellement testable à tous les niveaux. Et donc, il faut des tests automatisés sur l'ensemble des niveaux. Unitaires pour les fonctions et les classes. Effectuer des tests d'intégration entre modules. Effectuer des tests end-to-end sur le système complet. Et évidemment, des tests d'acceptation pour le point de vue utilisateur. Également, lire le code ici, lire régulièrement le code d'autres développeurs, par exemple open source. Bon, vous voyez, il y a plusieurs sites comme dans GitHub, bon, etc. où vous pouvez accéder à du code d'autres développeurs, ce qui va permettre de repérer de bonnes pratiques, mais également définir son sens du clean code. Voilà. Donc, comme on lit des livres là, bon, souvent il faut prendre le temps, ne serait-ce que rechercher voilà, un thème sur GitHub, vous allez tomber sur un dossier. Voilà, un repository et vous regardez le code. Voilà. Ça va permettre d'apprendre par observation, de comprendre les choix de conception, de cultiver également, voilà, de muscler votre mémoire quoi, avec du code lisible. Donc, cultiver la muscle memory du code lisible. Donc, lire du bon code, c'est comme lire une bonne réponse. Donc, on apprend à écrire mieux. Donc, il faut lire aussi du bon code. Voilà. Et ensuite, pratiquer. Bon, le clean code s'acquiert par la pratique continue, donc pas par la simple théorie. Il faut coder, refactoriser, échouer, relire, recommencer. Donc ça va permettre de transformer les principes en réflexes, de favoriser un jugement technique fiable et de développer la discipline et la rigueur donc, du test-driven development. Donc on dit souvent que coder, le clean code, c'est comme un art martial. On le maîtrise par la répétition consciente. Voilà. Voilà, vous n'apprenez pas le karaté ou le judo voilà, en observant seulement, etc. Il faut répéter. Bon, les règles de nommage également, je pense que juste quelques diapositives ici. Comment est-ce qu'on nomme? Il faut créer des variables qui ont du sens. Hein? Un nom doit révéler l'intention du développeur sans nécessiter un commentaire explicatif. Par exemple, si vous avez int des durées, le mieux, int elapsed time in days. Donc, voilà. Donc, le code devient autodocumenté. Quand vous mettez des noms de variables significatifs, je pense que depuis Algo 1, on vous le répète, il faut des noms significatifs qui veulent dire quelque chose. Donc, dès que vous lisez le nom de la variable, vous devrez être en mesure de comprendre ce que représente la donnée et pas seulement son type. L'autre également, c'est qu'il faut éviter la redondance et la désinformation. Tout ça, vous le retrouvez dans le livre Clean Code, codé proprement. Donc, le nom ne doit pas contenir des éléments superflus ou trompeurs. Par exemple, ici, on a donc account list ici. Voilà. Le type est bien list. Voilà. Alors que, donc, account list, normalement, est redondant ici. Voilà, puisque le type est list. Bon, souvent, bon, même nous, on fait cette erreur-là. Bon, cette tabule-là, où on rajoute ici pour dire que c'est une liste de comptes. Mais bon, ce n'est pas nécessaire. Hein. Le type étant liste, on sait que c'est une liste de comptes. Donc, par exemple, on peut déclarer list account avec accounts, avec S simplement. Voilà, c'est une liste, ne pas se casser la tête. Donc, il faut être plus concis, plus clair, pas de répétition du type dans le nom. Bon. Mais souvent, on a tendance à répéter tape étudiant ou quelque chose comme ça. Bon. Malheureusement, ce sont de mauvaises habitudes que l'on prend depuis Algo 1. Depuis les premiers cours de programmation, bon, souvent que l'on traîne presque toute sa carrière. Évitez également les mots génériques vagues ou ambigus. Voilà, par exemple, des noms comme data, manager, info, helper, utile, n'apportent aucune information sur la responsabilité réelle. Par exemple, user info, account manager, account data. Bon, vous pouvez simplement les déclarer de cette manière, même si dans les faits, c'est comme ça que nous déclarons les instances de classe. Souvent, je ne sais pas, bon, on a, voilà, on veut mettre des informations, bon, mais avec mesure quand même. Encore une fois, ce ne sont pas des erreurs hein, dans le codage, mais juste des principes. Donc, le nom d'une classe doit exprimer
son rôle métier ici, je me suis trompé, par son format hein, ou son conteneur. Voilà. Ensuite, les noms, il faut utiliser des noms prononçables et cohérents. Par exemple, déclarer cette variable YYMMD. Même si on sait que c'est une date au format année sur 4 chiffres, mois en 2 chiffres et voilà, jour en 2 chiffres. Mais bon, pourquoi se compliquer? Déclarer simplement current date ou bien date courante. Donc, un bon nom se lit et se dit naturellement. Il doit pouvoir être communiqué à haute voix entre développeurs. Mais comment allez-vous prononcer cette variable? Date, vous dites que la variable YYYYMMDDD. Bon, ça c'est compliqué quand même. Voilà. Donc, quand le nom là est lisible, c'est prononçable, hein, vous le lisez facilement, vous pourrez le mémoriser et le communiquer facilement. Voilà. Ensuite, utilisez des noms intuitifs et évitez les nombres magiques surtout. Voilà, surtout de ce type-là. Surtout quand il y a des constantes. Déclarez les constantes et utilisez-les. Même en langage C, on vous répétez, je pense, la même chose. Voilà. Ne pas utiliser des valeurs numériques codées en dur. Voilà. C'est ce qu'on appelle les nombres magiques qui apparaissent comme ça. Hein. Bon, des fois, certains essaient de faire l'effort dans le code, dans les commentaires pour expliquer, mais ça n'a aucun sens au fait. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc if account.getStep égale à 3, bon, déclarez simplement une constante max creation step et mettez 3 dedans. C'est beaucoup plus simple. Donc, la constante nommée rend le code expressif et compréhensible sans commentaire. Voilà. Mais bon, quand vous, d'un seul coup, vous générez comme par magie des constantes, c'est pas très bon. Être conscient également sur le nommage à travers tout le code. Donc, choisir une convention et s'y tenir dans tout le projet. Si vous utilisez get pour récupérer les données, ne mélangez pas avec fetch ou retrieve. Et surtout, utilisez les règles. Je pense qu'il y a camel case. Il y a 3 principes sur le nommage là. Camel case, qu'on vous a appris, je pense, en algo 1. Camel case, l'autre Pascal case. Et il y a une troisième forme de manière de nommer les variables. J'ai oublié. Voilà. Par exemple, quand vous utilisez Pascal case, ou bien Snake case, voilà, Snake case, Pascal case ou l'autre là, Camel case, utilisez dans tout le code, même principe de nommage, et ne changez pas. Si, voilà, restez cohérent. À peu près aussi, ce slide-là revient sur cela. Donc, il faut être consistant sur le nommage à travers tout le code. Donc, la cohérence réduit la charge cognitive et les erreurs de lecture. Voilà. Et ne vous compliquez pas voilà, la vie. Par exemple, ici, pour les getters, regardez, au lieu d'utiliser get name, get email, get age, ils utilisent tantôt get name, l'autre fetch email, l'autre retrieve age. Alors que c'est la même chose. Bon, mettez des getters simplement. Ça simplifie la vie à tous ceux qui vont lire votre code. Voilà. Donc, en synthèse ici, il faut des noms courts, il faut éviter les noms courts, hein, et voilà, qui sont cryptés, X, Y, qui ne veulent absolument rien dire, en tout cas dans certains contextes. Et mettre des noms explicites. Et là, cela rejoint le principe clean code d'IKIS, keep it simple and stupid. Redondance aussi, il faut éviter la redondance, surtout dans les noms, account list, puisque c'est une liste, vous l'avez déclaré, c'est de type array list. Déclarez account avec S simplement, don't repeat yourself. Voilà. Ensuite, il faut éviter les mots vagues, data, manager, qui ne veulent rien dire. Voilà, il faut des rôles clairs, service, repository, etc. Bon, peut-être aussi que data manager. Bon. Voilà. Donc, il faut voilà, être voilà, clair. Ensuite, il faut mettre des noms lisibles. Évitez les noms là, YYYMMD, je ne sais pas. Voilà. Et mettez des noms prononçables, surtout pour la communication. Parce que si vous faites une revue de code, par exemple, avec cette variable-là, bon, quand vous arriverez là-bas, bon, je ne sais pas comment vous allez lire. Ensuite, il faut éviter les nombres magiques. Voilà, les nombres qui apparaissent constantes, surtout qui apparaissent comme ça. Il faut éviter. Déclarer des constantes et mettez-les dedans. Voilà. Ensuite, être cohérent. Quand vous avez des getters, utilisez get quelque chose. Vous avez des setters, set quelque chose. Voilà, etc. Il faut être uniforme. Vous avez utilisé camel case dès le départ. Utilisez, même si ce sont des milliers de classes, camel case, snake case ou l'autre. Mais ne mélangez pas, voilà, du soupe kanje et autres là. Voilà. Vous commencez à rester avec Hafs, continuez sur Hafs. Vous commencez avec Warsh,
contenu WASH. Voilà. On ne mélange pas. Si vous mélangez, vous posez problème. Conclusion générale. Et là, bon, je pense qu'on a presque fini. Le test driven development, comme nous l'avons vu, fournit la discipline de test. Voilà. Quand vous faites, vous ne pouvez pas faire du driven development en n'écrivant pas les tests. Ce n'est pas possible parce qu'on commence d'abord par écrire les tests avant de stabiliser. Rouge d'abord, avec le test unitaire. Ensuite, la programmation binomiale apporte la collaboration et la lecture. Voilà. Quand vous faites de la programmation par pair programming en deux, vous allez collaborer et vous allez forcément relire le code. Et enfin, le clean code va vous garantir la lisibilité et la pérennité du code. Pour dire qu'il faut les mettre ensemble, appliquer le test driven development, travailler par binôme dans la mesure du possible, si bien sûr on vous le permet, ce qui va vous renforcer, mais également appliquer les principes du clean code. Là, ce que je vous ai présenté, je le précise, ce n'est qu'une seule fenêtre sur les principes du clean code. Il y a, je pense, combien 9 ou 10 chapitres dans le livre et qui reviennent sur l'ensemble des éléments quasiment que vous avez dans les différents cycles, en tout cas de développement du code, et qu'il faudrait parcourir. Même si vous ne le lisez pas, parcourez-le. Vous allez tomber sur de bons éléments, voilà, que vous pourrez progressivement adopter. Donc, ensemble, TDD, programmation binomiale, moi je ne sais pas, est-ce que c'est binomial ou binominal? Je ne sais pas, j'ai un problème avec ce mot-là. Ensuite, Clean Code, ces trois-là, posent les fondations du développement agile et durable et de qualité. Et donc, entre le Clean Code et la programmation binomiale, il y a bien sûr des liens. Il y a une dimension humaine, collaboration, lecture, mutuelle, transmission du savoir. Et Clean Code, ici, la dimension humaine, c'est au niveau de la responsabilité du code. Un code lisible pour tous. L'autre lien également, c'est la dimension technique, cet aspect-là, avec l'application rigoureuse du cycle TDD, notamment le respect des principes de conception et d'architecture. Un objectif également commun avec la qualité du code normalement dès la conception, donc quand vous faites une programmation binomiale, et une pérennité et maintenabilité du code dans le temps en clean code. Bénéfices combinés également avec moins d'erreurs, parce que vous êtes à deux, meilleures décisions, bon, tout se discute et se valide ensemble, apprentissage également mutuel. Et en clean code, une réduction de la dette technique et une meilleure évolutivité. Et il y a certaines citations qui disent ceci, que n'importe quel, bon, je ne vais pas prononcer le mot là, peut écrire du code que la machine comprend. Mais les bons développeurs écrivent du code que les humains comprennent. Voilà, ça c'est une citation de Martin Fowler, d'où l'intérêt d'écrire voilà, du code propre. Quand vous faites du code propre, vous êtes un bon développeur et les êtres humains peuvent comprendre votre code. Donc, code toujours comme si celui qui maintiendra ton code savait où tu habites. Voilà. Parce que si vous écrivez du mauvais code, il peut vous retrouver. Voilà, 3 points de suspension. Donc, il faut coder comme si celui qui va maintenir le code, voilà, savait où tu habites. Qu'un jour ou l'autre, il peut venir vous demander comment vous vous êtes permis d'écrire un code aussi désordonné, sale, complexe, etc. On lit aussi 10 fois plus le code qu'on a écrit. Et donc, rendre le code lisible, c'est le rendre plus facile à écrire, donc de Uncle Bob. Donc, voilà les principes de base du clean code. Voilà, après, je vous invite à de Saint-Martin. Donc, c'est un livre de base pour les ingénieurs logiciels. Donc, je vous ai partagé le lien et j'espère que vous pourrez vous l'approprier. Bon. Je vous montre juste en parcourant le livre. Donc voilà, codé proprement, j'espère que normalement vous voyez mon écran. Et vous voyez, donc il y a un premier chapitre sur codé propre, donc et plusieurs principes ici qui reviennent ici. Ensuite, comment mettre des noms significatifs. Sur les noms, comment nommer. Sur les fonctions, comment est-ce qu'on les écrit, comment voilà, optimiser. Sur les commentaires, comment est-ce qu'on met les commentaires, ne pas compenser le mauvais code par les commentaires. Et d'ailleurs, même
il y a une métrique logicielle qui mesure la qualité du logiciel qui est basée sur le nombre de lignes de commentaires, les nlog, number line of code. Voilà. Et qui, au-delà d'un certain nombre de lignes de code, dit que c'est du mauvais code. Parce que bon, ce n'est pas normal d'avoir une classe et d'avoir plus de lignes de commentaires que de lignes de code. Ça vous, si vous l'avez, c'est un problème. Donc, vous verrez aussi cette métrique-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui utilise les nlog, number line of code. Et vous avez aussi la mise en forme également, qui est importante. Hein. Ensuite, un chapitre sur les objets et les structures de données, un chapitre sur la gestion des erreurs. De toute façon, bon, quand on code, il y a forcément des erreurs souvent. Les limites également. Ensuite, un chapitre sur les tests unitaires et qui revient sur les lois du test driven development que nous avons vu. Un chapitre également sur les classes, comment organiser une classe. Hein? Voilà, comment organiser une vue du changement. Les systèmes également, voilà, etc. Tout ce qui est émergence, tout ce qui est concurrence, l'amélioration successive, hein, les tests inter avec JUnit, le framework JUnit, voilà, remaniement de serial date, etc. Bon, peut-être en Java. Les indicateurs et heuristiques également. Je pense que nous en avons vu quelqu'un. Et pas tout. Regardez, il y a tellement d'indicateurs, multiples langages, redondance, sécurité, incohérence, désordre, tout ça. Prenez le temps de parcourir. Bon, ça ne vous coûterait rien du tout. Et ça va vous permettre d'améliorer en conséquence, peut-être, ou de corriger certaines choses que vous faites et que vous n'êtes pas censé faire en tant que bac plus 5 en informatique. Bon, voilà, j'ai parlé pendant presque 2 heures de temps. Je vais aller boire de l'eau. Et j'espère qu'on se retrouvera presque jeudi. Voilà, on devait faire la séquence 2 et revenir sur les sur le je suis déconnecté. Ah oui, désolé. J'ai été déconnecté. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Donc, on se retrouvera jeudi, Inch'Allah. Je vous invite, si vous avez le temps, de suivre le webinaire là. Monsieur. Il y a emploi. Bonjour, monsieur. Oui. S'il vous plaît, repartagez-nous le lien du livre. Je l'ai perdu. Il est dans le support. Du coup. Regardez dans le support. Du coup. Ok. Voilà. Je vais repartager le lien. Vous utilisez le même lien que j'ai mis dans le groupe WhatsApp. Je vais enregistrer à nouveau parce que j'ai fait des modifications entre-temps. Ok. Attends, je l'enregistre avant d'oublier. Comme ça, si vous cliquez sur le même lien, vous pourrez télécharger la version actuelle du cours. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le même lien. Attendez, est-ce que je ne l'ai pas? Comme ça, je le mets dans le chat aussi. Il semble que, surtout les professionnels là, eux, ils ne sont même pas là. Les professionnels là, ils ne suivent pas les cours. Hein? En tout cas, ils ne suivent pas les traits. Je ne sais pas. Bon. Ce sont des fantômes, quoi. Voilà, bonne soirée et à jeudi, Inch'Allah.
J'avais oublié d'arrêter l'enregistrement.